Ils ont défoncé ma porte sans prévenir. Un matin ordinaire, le bruit d'une poignée qui explose, le bois qui craque, des cris, pas des voisins qui s'échauffent, pas des gamins qui jouent, des ordres secs, des bottes sur le palier, des lampes qui me vrillent la rétine. Je tenais encore à la main la poêle où grésillait le bacon. Le café fumait sur le comptoir. 20 secondes plus tôt, j'étais un vieux qui faisait son petit déjeuner. 20 secondes plus tard, j'étais au sol, menottée, une femme que j'avais mise au monde qui me regardait comme si j'étais l'ennemi. Véronica est revenue, accompagnée d'avocats en costume trop cher et des caméras. Ces avocats parlaient vite, avec ce ton qui sait déjà la une du journal. Les caméras se sont approchées comme des mouches. On m'a dit que j'avais enlevé mes 3 petits-enfants. Moi, celui qui a appris à faire des raviolis à la main, celui qui a appris à évoluer entre les goûters et les rendez-vous chez le médecin. Ils m'ont passé les menottes comme si j'étais un voleur de banque. J'ai vu la colère dans ses yeux, mais pas la surprise, et jamais la honte. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et faites-le savoir. C'est juste une vieille demande, mais ça aide un homme à être entendu. Je n'aurais jamais imaginé que le même couloir qui a accueilli des rires, des disputes pour la télécommande et des batailles de couettes verrait un jour ma fille pointer du doigt et dire à la police « c'est lui ». 13 ans avant ce matin-là, Véronica a posé un paquet devant ma porte, un nourrisson émailloté dans une serviette usée, les yeux fermés comme si le monde n'existait pas encore pour lui. Elle a frappé à l'aube, elle a laissé le paquet et elle est partie. Elle avait 22 ans, des rêves en miettes et une histoire que je n'ai jamais su expliquer. Elle a dit qu'elle reviendrait, qu'elle aimait cet enfant, qu'elle avait besoin d'un peu d'air, les mots d'une fille qui promet, qui part. Je n'ai pas demandé pourquoi. À quoi bon demander à une fille qui s'éloigne? J'ai pris le bébé. Je l'ai fermé dans mes bras comme on ferme une porte contre la nuit. Son nom, Leandro. Je l'ai appris en essayant de voir à travers ses paupières. Les 2 autres sont venus plus tard. Valeria, qui a hérité des yeux de Véronica remplis de tempêtes. Matteo, petit et coriace, fidèle comme un chien de garde. 3 enfants posés sur mon pas de porte. 3 vies tombées dans ma responsabilité. 13 ans. 13 années à apprendre des rythmes nouveaux. Les hurlements la nuit, les devoirs, les amis, les rendez-vous chez le dentiste, les disputes sur qui prend la dernière part de pizza. 13 années où j'ai appris à être père et grand-père en même temps. Je n'avais pas beaucoup. Une pension modeste, une camionnette qui commençait à coûter plus qu'elle ne valait, des journées à bricoler chez des gens qui me payaient au lance-pierre. Mais j'avais de quoi donner à manger, et un toit. J'avais la force de me lever, même quand mon dos protestait. J'ai vendu la vieille télévision couleur pour payer les fournitures scolaires une année. J'ai dormi sur le canapé pendant des mois pour que les lits soient pour eux. La maison sentait le savon Bonanza et les œufs au plat le dimanche matin. Les enfants ont grandi sur la cuisine qui grinçait et sur mes histoires de jeunesse. Pas toujours glorieuses, mais toujours censées faire rire. Je me rappelle des matchs à la télé. Les garçons criaient. La fille calculait des stratégies comme si elle était entraîneur. J'ai appris à faire des listes de courses avec un stylo tremblant. À sourire quand le frigo était presque vide. J'ai connu les petites victoires. Un bulletin scolaire qu'on colle au frigo avec un aimant en forme de fruit. Un gâteau trop sucré qui fait oublier une mauvaise journée. J'ai connu les nuits appuyées contre la chaise. Les mains usées. À repenser aux tâches qu'il faudra accomplir demain. Ce qu'on appelle aujourd'hui sacrifice pour certains n'était pour moi que la routine. Ils étaient ma compagnie, ma raison de me lever. Et puis, elle est revenue. Pas par la porte comme autrefois, mais sous les flashs. Véronica n'était plus la fille aux lèvres gercées qui avait fait un paquet et qui l'avait laissé au monde. Elle a débarqué dans un tailleur qui semblait avoir coûté plus que ma maison, les cheveux tirés en arrière, la bouche maquillée. À ses côtés, un homme qu'on me présentera plus tard comme Santiago Ledesma, un avocat dont le sourire blanc tranchait avec les reliefs de ma vie. Les caméras se sont ruées, les voisins sont sortis, les téléphones ont surgi comme des lucioles. Elle a parlé au micro. Mes affaires ont été enlevés, les journalistes l'ont mangé tout cru. Et il y a eu des mots, enlèvement, retour des enfants, protection. Ils ont sorti des déclarations bien rodées. Les policiers m'ont montré un document, m'ont dit que j'étais convoquée, que c'était sérieux. J'ai demandé pourquoi on me traitait de voleur devant mes petits-enfants. Et on m'a répondu d'un ton professionnel, la même voix qu'on réserve à ceux qui n'ont aucune place dans les pages d'un journal. La première humiliation, ce fut la photo. Un cliché de moi, les mains qui tremblaient, prise par un photographe armé d'un téléobjectif. Je regardais l'objectif avec l'expression d'un homme qui ne savait pas si on le filme pour une fête ou pour un procès. Ils ont mis ma vie en une image, et le monde l'a avalé sans mâcher. Les enfants ont pleuré, conflus, entourés d'hommes en uniforme et d'écran. Valéria tenait son doudou, comme si le monde pouvait encore être réparé en serrant une pauvre peluche. L'avocat public, Bruno, était un bonhomme robuste, habitué à tirer le meilleur avec peu. Il a essayé de m'expliquer mes droits, a ri un peu pour me calmer, et puis il a fait une grimace en voyant les conditions. La caution ? Indéfinido.
Ils m'ont parlé de sommes qui n'apparaissaient pas sur mes relevés. Et ils ont parlé d'une potentielle tutelle confiée à un tiers. Et ils ont murmuré qu'il y avait des fonds liés aux enfants, un trust, un fideikommisso, dont je n'avais jamais entendu parler. Des dizaines de millions? Indéfini. Tout cela sonnait comme un conte pour gens qui vivent en costume. On m'a enfermée dans une cellule froide. Les murs avaient l'odeur du désinfectant et des cigarettes anciennes. Les heures se sont étirées. Les enfants sont partis avec des agents, en disant « grand-père », comme on clame un nom qui rassure. Leandro, le plus vieux, m'a craché entre deux sanglots qu'il me croyait. J'ai serré sa main, comme si je voulais l'imprimer en moi, sentir qu'il existait encore. On m'a dit que j'aurais une audience rapide. On m'a dit beaucoup de choses que je n'ai pas comprises. J'ai juste pensé à la casserole de bacon laissée sur le feu. Quand j'ai enfin quitté la cellule, les médias étaient là, prêts à attraper chaque mot, à le tordre et à le vendre. Ils voulaient une histoire simple, un grand-père qui a pris en otage ses propres petits-enfants. La vérité n'intéressait que si elle pouvait être condensée en un titre. Véronica jouait son rôle à la perfection, froide, déterminée, irréprochable. Derrière elle, Santiago Ledesma parlait à un journaliste comme on donne un bonbon à quelqu'un qui a la langue prête. Il y avait une photographie dans le dossier de l'accusation, une photo prise des années auparavant, d'un bébé sur un seuil, la couverture froissée, l'air abandonné. Cette photo, qu'on m'a montrée avec une froideur firculée, venait sans doute du moment où elle m'avait laissé le premier paquet. Ils l'ont présentée comme preuve de l'abandon ou du comportement irresponsable. Personne ne m'a demandé ce que j'avais fait dans ces heures. Personne n'a demandé si j'avais essayé d'appeler, de chercher des aides, de quémander un conseil. C'était plus pratique de faire de moi le boogeyman. La première audience fut brève. Le juge Paredes, un homme aux yeux tranquilles, m'a regardé comme si j'étais une autre espèce. Il y avait un sergent, Cardenas, et un agent Molina qui notait, imperturbable. On a évoqué une possible garde provisoire pour Véronica, le temps des enquêtes. Bruno a plaidé pour que je garde du temps avec eux. Ils ont vécu avec eux 13 ans, a-t-il dit. Cela m'a pas suffi. Elles ont été retenues, indéfinies. Des ordres, des motifs, des termes que je devais accepter. Pendant que je parlais, une sensation de déjà-vu m'a envahi, l'impression que tout est écrit d'avance. Après l'audience, quand l'huissier m'a raccompagné vers le parking, j'ai croisé Théodore Guzman, un voisin qui n'aime pas les histoires de cœur, et l'a regardé de travers. Je ne comprends pas qu'une fille fasse une chose pareille, a-t-il marmonné pour la caméra. Sa présence en tant que témoin dans le dossier m'a été rapportée plus tard. Il était comme un caillou dans ma chaussure. Là, petit, agaçant, prêt à être montré pour appuyer une version simple de la vérité. J'ai senti que je n'avais pas seulement perdu la soirée, ou la présomption d'innocence. J'avais perdu le contrôle sur la narration de ma vie. On racontait ma routine en gros titres, sans tendresse, sans nuance. Ma colère était une braise calme. Ma dignité, blessée, cherchait un point d'appui. Je ne pouvais pas laisser cette histoire se jouer sur le plateau d'une télévision qui ne sait imaginer que bon et méchant. C'est là que j'ai appelé Basilio, le Vasco. Il était mon ami depuis plus de 30 ans, un ancien enquêteur qui avait vu des choses qu'il n'aimait pas répéter devant ses petits-enfants. Il avait un regard dur et des mains qui avaient appris à lire les mensonges. Je l'ai trouvé, comme toujours, dans son garage-atelier, recouvert d'huile et de pneus. Il a écouté. Il a tout écouté sans me couper. Et à la fin, il s'est levé et m'a dit quelque chose de simple. Ils n'ont pas toute l'histoire. Le Vasco a commencé par ce qu'il savait faire. Questionner, retourner les phrases, flairer la piste. Il a agi lentement, comme on aiguise un couteau. Il n'a pas promis des miracles. Il m'a dit qu'il fallait prouver 2 choses, le motif de Véronica et la route de l'argent. Cela sonnait comme une chanson récurrente dans mes oreilles depuis le premier jour où les avocats sont arrivés. Le mobile, le trust. Le trust, un mot qui faisait vibrer les actionnaires. Qui l'avait alimenté? D'où venaient ces fonds? Était-ce le père biologique? Une famille éloignée? Indéfinito. Il nous a fallu des heures à fouiller les vieux cartons. Les enfants avaient gardé des choses. Dessins, billets de bus usés, un vieux journal intime qu'une fois j'avais lu par accident et que je regrettais encore. Et puis, derrière un tiroir, une enveloppe couleur moutarde. Pas très grande, tachée de café, le coin recourbé. Elle ne devait pas être là. J'ai eu l'impression que la maison avait retenu son souffle à ce moment-là. L'enveloppe sentait la colle sèche et quelque chose d'autre, peut-être un printemps ancien. À l'intérieur, une lettre notariale. Les mots étaient juridiques, froids et nets. C'était une cession, une renonciation à certains droits, des signatures, et une photo pliée, lisse, plus nette que la mémoire. Véronica, jeune, posant à côté d'une voiture rutilante, un Mustang et un petit bébé sur les genoux.
J'ai reconnu Leandro. Ce cliché était pourri d'ironie. Celui qui avait laissé l'enfant au seuil posait désormais devant une voiture qu'on montre dans les magazines. Le Vasco a pris la photo, a regardé les signatures, a noté les dates. Ceci n'est pas juste une histoire d'émotion, a-t-il dit d'une voix basse. C'est de l'argent et des contrats. Quelqu'un a lié l'absence d'une mère à un chèque. Quelqu'un a payé pour la tranquillité. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Payer? Vendre le droit d'élever ses enfants. Je pensais que ces choses n'existaient que dans des romans corrompus. Mais la lettre et la photo étaient une saleté tangible. Elles tenaient au bout de nos doigts comme un fil qu'on pouvait tirer. Le Vasco a aussi fini par écouter des rumeurs à voix basse. Des gens qui murmurent des transactions, des noms qui tombent et qu'on évite de prononcer trop fort. Le père biologique? Indéfini. Les sommes? Indéfinies. Mais le motif commençait à se dessiner, la volonté de mettre la main sur le trust. Mettre à l'abri ce genre de richesse passe parfois par des méthodes que je ne veux pas imaginer. Et la réputation, comme le dit le Vasco, se construit aussi à coups de récits superficiels. Nous avons compris que nous étions contre l'horloge. Véronica avait des avocats, les appuis médiatiques. Ils avaient monté un récit qui sonnait juste et qui pouvait convaincre un juge distrait. Nous avions 3 objets, la lettre notariale, la photo du bébé sur le seuil, et plus difficile encore, l'histoire vivante racontée par les enfants eux-mêmes. Leandro, le plus grand, pouvait parler. Il savait des choses. Il connaissait les silences d'avant, les mots non dits. Mais comment faire entendre un adolescent devant une marée d'avocats bien payés? Je pensais à la façon dont la presse pouvait transformer un fils en une arme ou en une clé pour la vérité. Le Vasco ne voulait pas de tapage, il voulait de la précision. Il m'a parlé d'enregistrement, de témoins, d'une écoute qui se ferait non pas par la clameur, mais par la force d'un document. Il nous faut quelque chose qu'ils ne pourront pas jeter d'un revers de main, m'a-t-il dit. Une preuve qui parle plus fort que leur rhétorique. C'est là que l'enregistrement a surgi, presque par chance. Bruno, notre avocat public, m'a remis une cassette numérique qu'un ami avait enregistrée des années avant. Il s'agissait d'une conversation où un complice, un nom indéfini dans mes oreilles, discutait d'une transaction, mêlant des détails qui ne laissaient pas trop de place à l'interprétation. La voix tremblait à certains moments, mais le sens était clair. Quelqu'un avait discuté d'argent en échange d'une renonciation. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti la colère monter. Pas la colère aveugle d'un homme qui brise tout, mais celle d'un homme qui voit le fil qu'on tire vers ses enfants. La presse, pendant ce temps, continuait son ballet. Santiago Ledesma tenait les spots télé, répétant une phrase vide et résonnante. Véronica soignait son image comme on remonte un rideau. J'ai reçu des menaces, de petites remarques venimeuses, des lettres anonymes. Une fois, un photographe m'a laissé une carte. On a tout. J'ai répondu par un silence qui pesait. Je ne savais pas comment répondre autrement. Il y avait aussi, parmi ces journées, des instants de tendresse qui me rappelaient pourquoi je me battais. Je me rappelle la nuit où Valéria, petite alors, est venue se coller à moi, me soufflant à l'oreille qu'elle voulait être danseuse. Elle a dit « Tu sais, Abuelo, je danserai sur une scène. » J'ai souri et j'ai pris son petit visage entre mes mains, aussi sûr que les rideaux d'un vieux théâtre. Des promesses faites à la lumière des ampoules et au murmure d'un vieux cœur. Ces moments m'ont donné la force pour les journées où tout se resserrait autour de nous. Le Vasco a commencé à articuler un plan simple et dangereux. Rassembler les éléments matériels, interroger les personnes qui avaient vu femmes riches s'entourant d'avocats, localiser les pistes où des fonds avaient circulé. Il ne promettait pas l'impossible, il promettait seulement d'ouvrir les bons tiroirs. Une partie de la stratégie était évidente. Si quelqu'un essayait de prendre les enfants pour les emmener loin, peut-être à l'étranger, il nous faudrait bloquer cette porte de sortie. La rumeur d'un départ imminent d'un jet privé a commencé à circuler. On a su qu'il y avait un plan pour éloigner les enfants. Les langues se délient vite quand il y a de l'argent au milieu. Des témoins racontaient des conversations à mi-voix dans des cafés chics, des réservations d'avions qui se trouvaient dans des agendas verrouillés. Tout cela sentait la précipitation d'un plan qui devait se dérouiller avant que la vérité n'apparaisse. Je pourrais dire que nous avions peur, mais la vérité est plus nue. J'étais furieux, triste, prêt à faire ce que ferait un homme qui a élevé des enfants comme s'ils étaient les siens. Et le Vasco, avec sa barbe en bataille, ses doigts tachés d'huile, était prêt à se mettre en route avec moi. Nous avons donc commencé à bouger, sans faire de bruit, mais sans perdre une minute. Nous avons consulté des preuves, classé les témoins. Nous avons parlé à des voisins, des clients anciens qui avaient vu Véronica avec un certain style. Nous avons suivi des pistes bancaires, par des dialogues avec des gens qui préféraient ne pas être mêlés à des affaires. Parfois on nous a dit, et parfois on nous a donné un nom, une adresse, un soupçon. Mais même le soupçon peut allumer une lumière. Et puis vint le moment où l'on a entendu parler de l'aéroport. Les mots jet privé ont flotté comme un pressentiment.
On m'a dit qu'il y avait une voiture sombre qui allait récupérer les enfants puis se diriger vers une piste. Il prévoyait d'embarquer sans faire de bruit, d'éteindre les phares et de disparaître, avec la complicité d'un système qui protège ceux qui ont les ressources pour se protéger. Je me suis habillée, prêt à cette course que je sentais venir comme on sent une tempête de sable avant qu'elle ne frappe. Le Vasco a souri d'un air sec. « On ne va pas faire les malins », a-t-il dit. « On va juste être plus rapide. » C'était une phrase qui sonnait comme une promesse et qui sentait le danger. Nous avons pris la route, la vieille camionnette empruntée, des papiers froissés dans la poche. Les enfants dans la maison regardaient, confus. Leandro m'a pris la main et m'a dit, d'une voix trop grave pour son âge, « Si tu échoues, abuelo », j'ai serré sa main et j'ai menti avec douceur. « Je ne vais pas échouer. » Sur la route, j'ai repensé à toutes les petites épreuves que j'avais traversées, aux fois où j'ai rangé les ongles devant la porte du médecin, au jour où la panne de la camionnette nous laissait sans pain. Tout cela me revenait comme une litanie d'efforts. Je n'étais pas un héros. J'étais un homme qui, jour après jour, avait construit une famille à force de constance. Le Vasco a garé la camionnette à l'ombre d'un hangar, les mains sur le volant, le regard fixé sur la piste. Nous avons entendu au loin le bourdonnement d'un moteur qui s'éloigne. Le monde semblait tenir son souffle. Les phares d'une voiture sont passés vite. Un agent nous a regardés de travers. J'ai senti le cœur faire un saut. Il y avait des barrières, des contrôles, des uniformes. Nous nous sommes approchés du terminal, l'air chargé comme avant un match dont on ne connaît pas l'issue. Et puis, au moment où nous allions traverser le tapis roulant menant à la zone sécurisée, une voix s'est élevée derrière nous comme un couperet. « Messieurs, interdit !» Une main posée sur mon épaule. Les appareils photos se sont retournés, et une silhouette familière, quelqu'un qui avait autrefois parlé dans des salons chics, était arrivé en respirant l'argent. Je l'ai reconnu. C'était l'avocat de Véronica, Santiago. Son sourire avait le brillant des gens qui gagnent. Il était en lien avec ceux qui contrôlaient les portes. À côté de lui, des hommes au regard dur discutaient vif. Le plan était presque en marche. Et moi, un vieux, avec le cœur battant, avec mes poches pleines de papier froissé et une enveloppe moutarde qui sentait la colle, j'ai compris que nous entrions dans la partie la plus dangereuse. Le Vasco a mis la main dans sa poche comme pour saisir un outil et m'a regardé. Son regard disait « Maintenant ou jamais ». J'ai senti la peur et la détermination se combattre dans ma poitrine. Nous avons fait un pas en avant. C'est à cet instant précis que tout s'est arrêté pour la suite. Le tumulte, le mouvement, la vraie confortation, tout cela était devant nous, mais je pouvais déjà sentir la conséquence d'une action mal calculée. J'ai respiré une dernière fois l'odeur de l'essence et du sable, j'ai regardé les ombres des avions se découper sur le tarmac, et j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, la mesure de ce que j'avais à perdre. La vérité ne se contentait plus de murmures. Elle allait demander des preuves, des témoignages, des papiers. Elle allait demander des témoignages d'enfants qui avaient grandi entre mes bras. Et moi, j'allais devoir choisir comment me battre pour eux, en respectant la loi, en la poussant, en la défiant peut-être. Nous avons posé les pieds sur la trajectoire où la tempête allait éclater. J'ai senti que le reste dépendait de la capacité à garder la tête froide, à savoir quand avancer et quand se retirer. Mais au fond, je savais une chose. Après 13 ans à les tenir, je n'allais pas les laisser partir sans leur avoir donné une chance de dire la vérité. Et alors que les portes automatiques s'ouvraient sur le hall du terminal, je me suis surpris à sourire. Pas parce que j'avais la naïveté de croire que tout serait simple, mais parce que je sentais, pour la première fois depuis des semaines, que je n'étais plus seule dans cette bataille. Le Vasco, l'enveloppe moutarde, la photo pliée, l'enregistrement caché dans un tiroir, tout cela formait un fil que nous pouvions tirer jusqu'à la vérité. Nous avons franchi la zone d'embarquement comme deux ombres qui cherchent à se fondre. Les enfants tenaient encore à la maison un peu de leur monde, odeur, tasse cassée, gâteau raté, et j'avais l'impression qu'ils glissaient sous mes doigts comme du sable. À l'entrée du hall, les agents se sont interposés, polis d'abord, puis plus fermes quand j'ai expliqué que je devais parler aux enfants. Santiago était là, calme, son sourire était un couteau poli. À côté de lui, deux hommes en costume qui ne souriaient pas du tout. Une caméra collait déjà au diesel de la scène. On savait que chaque pas ferait la une. Je n'ai pas pensé. Ou peut-être que j'ai pensé à une seule chose, empêcher qu'on emporte mes enfants sans qu'ils aient eu le temps de choisir. J'ai demandé la parole à voix haute, en me souvenant de la voix de Bruno qui disait qu'il fallait faire les choses dans l'ordre, que le tribunal était la route. Le Vasco, lui, m'a glissé une main sur l'épaule et a murmuré « Si tu veux parler, parle, mais garde la tête froide ». Sa main était chaude malgré l'huile. J'ai senti que la peur pouvait se transformer en quelque chose de net. Pas un plan militaire, juste une vérité qu'on devait poser sur la table avant qu'on ne la fasse disparaître.
Les journalistes criaient des questions. Une caméra m'a montré en gros plan, ma peau creusée, mes rides racontant mes années. C'était grotesque. Mon visage sur un écran, tandis que la fille qui m'avait laissé un paquet 30 ans plus tôt marchait comme si elle revenait d'un défilé de mode. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Il y a eu un instant d'éclair entre nous qui ressemblait plus à une fissure qu'à une conversation. Elle n'a pas varié. Elle était une statue habillée pour l'attaque. Je me suis avancée lentement, la voix cassée et ferme, et j'ai appelé les enfants par leur prénom. Leandro a levé les yeux. Il avait grandi trop vite. Ses traits étaient déjà ceux d'un homme qui porte un monde sur ses épaules. Valeria avait les mains collées à son doudou, les cils mouillés. Matteo, silencieux, cherchait un coin où respirer. Quand ils ont vu mon visage, quelque chose a vibré en eux. La mémoire d'une cuisine qui grésille, d'une main qui essuie la table, de la façon dont on battait les œufs. Ils ont couru vers moi, et ce mouvement a éteint, pour un instant, le reste du monde. « Non », a dit quelqu'un. Un agent a posé une main sur mon torse. Les hommes de Santiago se sont avancés. Il y a eu des mots, du protocole, je l'ai entendu, mais ce n'était pas une mélodie pour moi. J'ai dit que je voulais parler aux enfants, que je ne voulais pas les emmener, que je voulais seulement que la vérité soit entendue. Et puis, comme si une horloge géante s'était mise à frapper plus vite, j'ai vu un petit homme en uniforme téléphoner et dire 2 phrases qui ont tout changé. On arrête cet homme pour obstruction. Ils m'ont mis les menottes une 2e fois, moins délicat cette fois. Les enfants ont crié. J'ai senti comme si on arrachait un appareil de musique du foyer. Les notes se sont brusquement interrompues. Leandro a essayé de se coltiner contre les agents, a dit à l'un d'eux que j'étais son grand-père, que j'avais élevé la famille. La voix du garçon tremblait, mais elle sonnait vraie. Il a parlé d'un courrier, d'une enveloppe moutarde, d'une photo que je gardais. Les hommes en costume ont échangé un regard. L'un d'eux a froncé les sourcils, comme s'il venait d'entendre quelque chose d'utile. La scène à l'aéroport m'a coûté une douleur physique, et une autre plus sourde, la honte qu'on nous inflige quand on transforme l'amour en suspicion. On m'a traîné vers une voiture banale, les caméras ont suivi. Les enfants ont été séparés, placés dans une zone surveillée. On m'a promis une audience, on m'a promis qu'on ferait vite. On m'a promis beaucoup de choses que la vie ne tient jamais. Cette nuit-là, dans une salle d'audience surchauffée, je me suis sentie aussi petit qu'une allumette. Santiago a ouvert la séance avec la grâce d'un homme qui connaît l'art d'orner les vérités. Son discours était un fil parfaitement tendu. La sécurité des enfants, le retour au foyer, les intérêts légitimes. Personne ne songeait à demander pourquoi une mère qui avait abandonné ses enfants 13 ans plus tôt voudrait soudainement, après des années, les récupérer. Sauf pour ce mot, le trust, qui résonnait dans toutes les phrases comme une caresse de soie sur de l'argent. Bruno, mon premier avocat, se battait comme il pouvait. Il n'avait pas les ressources de l'autre camp, mais il avait la tranquillité d'un homme qui connaît ses clients. Il a parlé de 13 ans, des soins, des factures payées à ras, des nuits rompues. Il a parlé de témoignages de voisins, d'enseignants, d'amis. Mais face à Santiago, ses paroles paraissaient des allumettes face à un phare. C'est là que nous avons sorti nos pièces. Pas pour frimer, pas pour jouer, mais parce que la vérité avait besoin d'une forme qu'on puisse mettre sur la table. Le Vasco a demandé la parole et, avec une manière brute et sans fioriture, a présenté l'enveloppe moutarde. J'ai senti la salle s'alourdir. Le papier était humble, taché, comme s'il avait pris la poussière d'une maison qui a connu sans tempête. Je l'ai ouverte devant le juge, les mains qui tremblaient un peu, pas de panique, mais d'émotion. Dedans, la lettre notariale, les signatures, la photo pliée. La photo. Ce qui était dessus valait tout l'or des plaidoiries. Véronica, jeune, les cheveux coiffés d'une fierté qu'on ne retrouve que dans des magazines, posant près d'une voiture qui brillait sous le soleil, et sur ses genoux, le bébé qu'elle avait laissé. Le contraste était une claque, l'abandon et la pause. L'enveloppe expliquait, d'un bout à l'autre, ce que j'avais senti au fond, que quelque part, quelqu'un avait mis un prix sur ce que nous étions. Bruno a laissé l'image parler. Il a dit au juge que le document montrait une transaction morale, une renonciation mise pas écrit. Il n'a pas dit plus que la lettre ne disait, il n'a pas brodé des accusations. Il a seulement demandé que la parole des enfants soit prise en compte, que la salle entende la voix de ceux qui, chaque soir, avaient senti mes mains les border. C'est à ce moment que Santiago a pâli. Sa défense, soucieuse de maintenir un récit lisse, s'est effilochée quand l'enregistrement est sorti. Nous en avions une copie, Bruno l'avait fournie. Et elle parlait, d'une voix tremblante, d'un échange où l'on discutait d'argent en échange d'une renonciation. Je n'inventais pas la musique, c'était un morceau d'enregistrement brut, une conversation où l'on entendait clairement parler de sommes, de signatures, de mettre quelqu'un en arrière-plan. Les mots exacts, les montants précis, indéfinis. Mais le sens était là, lourd comme une enclume. Quelque chose avait été monté, un accord qui rendait la disparition de la mère compatible avec une transaction. Le tribunal a retenu son souffle. J'ai senti le poids de toutes les nuits où j'avais veillé, le poids de mes mains cailleuses. L'air semblait s'être épaissi comme de la gelée. Les journalistes griffonnaient, les stylos grattant comme des outils de vérité.
Véronica, qui jusqu'à présent avait la morgue d'une actrice, a reculé d'un pas. Son maquillage n'a rien pu faire contre la couleur gênée de quelqu'un qui se s'est pris en flagrant délit d'une hypocrisie qu'il a tant vantée. Puis est venu le moment le plus dangereux et le plus humain, entendre Leandro parler. Nous avions peur que l'on dise que les enfants avaient été manipulés. On nous a prédit des regards suspicieux, des tribunaux qui voient les adolescents comme des pièces politiques. Mais Leandro est entré dans la salle avec un air que je n'avais pas vu depuis des années. La vérité, endurcie par la douleur, mais ok pour dire son nom. Le garçon s'est levé, comme si la chambre était trop petite pour tout ce qu'il avait à dire. Il a parlé sans éclat inutile, sans la colère feinte des héros de cinéma. Il a parlé avec la voix d'un jeune homme qui avait vu la maison brûler et qui expliquait comment il avait mis les meubles dehors pour sauver les assiettes. Il a raconté, en phrases claires, ce qu'il avait vécu, comment Véronique était partie, comment elle revenait, comment on lui avait proposé une vie différente, comment on lui avait chuchoté que tout serait mieux si on faisait comme si. Il a dit des choses simples et dévastatrices, qu'il y avait une enveloppe, une photo, une conversation, que lui, Leandro, avait entendu parler d'argent dans des répliques que les gens adultes chuchotaient près d'un café. Ces paroles ont fait plus que frapper, elles ont desserré un nœud. Le juge Paredes a levé les yeux et quelque chose a bougé dans sa posture. Ce n'était pas un film, c'était le poids concret d'une famille racontant sa propre histoire. La salle, habituellement si capable de manœuvrer la compassion, a été touchée par la simplicité d'un enfant qui disait la vérité. Alors que Leandro parlait, nous avons présenté la dernière pièce, l'enregistrement. On l'a mis à jouer. La salle a entendu des voix, des accords, des phrases où des adultes parlaient d'une renonciation pour assurer la tranquillité, d'un outil pour libérer des parties gênantes d'une famille. Les visages se sont dérobés. Les yeux de Véronique se sont chargés d'une expression qui n'a plus rien à voir avec la certitude. C'était la stupeur, le remords et la colère qui se mélangeaient. Santiago a essayé de se défendre. Il a essayé de hausser la voix, d'attaquer notre crédibilité, de semer le doute. Mais ces attaques se heurtaient à des profils concrets. Une photo, une lettre écrite sous le sceau d'un notaire, une conversation enregistrée et un garçon qui racontait son histoire. Ce n'était pas un collage, c'était de la matière. La salle a retenu son souffle quand le juge a demandé un instant. J'ai vu mon monde se plier et se déplier en même temps, comme si la page d'un livre s'était retournée. Le silence était un nœud serré autour de nos poitrines. Les journalistes arrêtaient de mâcher des mots pour regarder, simplement regarder ce qui se passait. La vérité, enfin, avait la densité d'une chose qu'on pouvait toucher. Je ne sais pas ce qui a fait basculer exactement la balance. Peut-être la photo, peut-être l'enregistrement, peut-être la voix de Leandro qui n'avait pas de maquillage et qui ne cherchait rien d'autre que de raconter. Le juge a demandé des enquêtes complémentaires. Il a demandé des vérifications sur l'origine des fonds, indéfinies, pour certains détails. Et il a décidé de suspendre les poursuites contre moi pendant que l'on poursuivait la piste. Je sentais mes genoux flancher, puis se raffermir. On m'a dit que je retrouverais mes enfants. On m'a dit que la justice suivrait son cours et que la vérité, si elle restait solide, répondrait. Véronique a quitté la salle sous un nuage de murmures. Je l'ai vue, pour la première fois depuis ce matin fatidique, dans un état qui ressemblait à quelque chose de faible. Quelqu'un qui avait enfilé la bonne tenue pour l'attaque et qui, face au miroir de la vérité, n'avait plus l'armure. Les avocats encore présents ont commencé à ronger leur sable. Santiago, d'habitude si vice, s'est cloîtré en paroles rapides, en promesses de recours. On m'a dit plus tard, indéfinito, pour le détail exact, qu'une procédure d'investigation pour fraude ou pour des manœuvres douteuses avait été ouverte. Je ne veux pas annoncer des condamnations que je ne peux pas promettre, je veux seulement dire que la façade s'est fissurée. La libération, même provisoire, ne rend pas tout, elle laisse des traces. Les enfants avaient besoin de soins psychologiques, de réassurance. Ils avaient besoin de repas, de nuits calmes, de routines que je m'étais forgées à la force dedans. Nous sommes rentrés à la maison comme on revient d'une guerre où l'on a appris à compter les morts et à penser les vivants. La maison n'était pas la même, les regards l'avaient changée. Mais les petites choses étaient encore là, la porte qui grince, l'odeur des œufs du dimanche, le fauteuil qui a pris la forme de mon dos. Les semaines qui ont suivi ont été un défilé d'expertise, d'auditions et de nouveaux rendez-vous. Le Vasco n'a pas lâché. Il a monté des pages de papier, a parlé à des gens qui mettaient des mots sur des contrats, a suivi des pistes bancaires dont nous n'avons pas besoin de connaître le montant exact, mais qui menaient à des comptes et à des signatures dont la légitimité était aujourd'hui contestée. L'important n'était pas le chiffre, mais la logique. Celui qui avait posé le prix sur l'absence essayait maintenant de collecter son dû. Pendant ce temps, sur la place publique, la machine à juger continuait. Les articles changeaient déjà de ton. L'homme qui avait été dépeint en monstre était maintenant regardé comme une figure de résilience. Mais je savais que les manchettes étaient des robes qu'on prête aux faits et qu'elles s'en allaient au premier vent.
Ce dont je savais qu'on ne se débarrasse pas, ce sont des enfants qui doivent réapprendre à dormir sans se réveiller en sursaut. Nous avons organisé des rendez-vous chez des spécialistes. J'ai essayé d'apprendre des mots qu'on n'apprend pas dans une école de menuisier. Traumatisme, thérapie, résilience. Je me suis avouée à moi-même que si j'avais été dure de corps, je devais désormais être doux en parole. On a changé les serrures de la maison, non pas parce que je m'attendais à des attaques, mais parce que la sécurité est une forme de paix. J'ai mis la lettre notariale dans un coffre sécurisé, amené à la banque comme on met à l'abri une vieille religion. J'ai parlé avec un conseiller financier, un définito pour certains termes précis, pour comprendre comment protéger le trust qui menaçait de nous être enlevé. Le mot fiducie revenait sans cesse, mais désormais je le mettais devant moi comme un outil à protéger, pas comme un lieu de convoitise. Les affaires ont tourné. Des témoins se sont présentés. Théodoro, le voisin grincheux, a dû expliquer devant la cour qu'il n'avait rien de pertinent sinon un ressenti. Sa stature de témoin a fondu comme une statue exposée au soleil. L'un après l'autre, les petits complots ont pris la forme de conversations documentées, de papiers datés, de signatures qui manquaient de transparence. Le tribunal n'est pas un coup de théâtre, c'est une lente mécanique qui broie les faux-semblants sous le poids des documents. Le grand moment est arrivé, un matin pluvieux, quand nous avons su que le juge demanderait des comptes. La salle d'audience avait une odeur d'encre humide. J'étais nerveux comme une noix dans un feu. Bruno, toujours le même, m'a pris la main une fois, un geste bref comme une prière. Le Vasco a glissé une cassette, maintenant numérisée, au greffier. Les avocats adverses étaient plus réservés. On sentait la tension d'une finale sans tambour. Quand la pièce clé est sortie, la lettre, et que la photographie fut projetée devant la salle, quelque chose a craqué. On voyait, sur l'image agrandie, Véronica posant aux côtés d'une voiture, la même posture de femme qui n'avait pas un sou à la gorge la veille d'un shooting. L'enregistrement a joué à nouveau, et la voix, qui se voulait menaçante, est maintenant une preuve. Les témoins ont confirmé les dates, les documents se sont imbriqués comme les pièces que l'on assemble pour un puzzle. Santiago s'est vu acculé. Les rebondissements sont un mélange d'orgueil et d'erreur. Il avait cru pouvoir construire un récit où l'intention morale primerait sur la transaction. Mais la justice, parfois, n'a pas besoin de moralité. Elle a besoin d'apparat. Les apparats que nous avons montrés étaient froids et nets. Les procureurs ont demandé des éclaircissements sur la provenance des fonds. Des actes administratifs ont été demandés, des détails, mais les appels à la transparence ont pesé. Un verdict final sur la responsabilité de Véronica? Indéfini, car la loi et ses détours peuvent être lents et complexes. Ce que je peux dire, et c'est la vérité de chair que je garde, c'est que la pression publique et les preuves ont fait leur œuvre. Les accusations contre moi pour enlèvement ont été retirées. Le juge a ordonné des mesures de protection pour les enfants, des dispositions pour sécuriser le trust et surveiller son usage, et il a demandé une enquête plus poussée sur les manœuvres entourant la renonciation. On m'a rendu mes enfants. C'était un soulagement qui ne s'explique pas, une petite lumière qui se rallume après des mois d'obscurité. Véronica a disparu des manchettes pour un temps, non pas parce que la justice l'avait innocentée, mais parce que la matière humaine avait désormais besoin d'une remise à douleur. Elle a été poursuivie, on m'a dit, pour d'autres motifs, lesquels, indéfinis pour certains détails que je ne peux pas affirmer ici, et son avocat, Santiago, a perdu de sa superbe dans les coulisses. La presse a tourné la caméra vers d'autres appâts. La roue continue. Après l'orage, nous avons décidé d'un plan que je n'aurais jamais cru tenir, vendre la maison. Ce n'était pas une capitulation, c'était une décision pratique. La maison avait trop de cicatrices, les murs se souvenaient trop fort. Nous avons choisi de partir avec un peu plus de liberté dans la tête. La vente nous a donné quelque chose qui ressemblait à de l'air, un capital pour assurer l'avenir, pour payer des études, pour acheter un petit van aménagé. Le Vasco avait dit un jour « Si la maison devient un musée, on finit par vivre d'hier ». Alors nous avons pris un van, pas un chez nous, mais assez, et nous avons décidé de vivre au jour le jour, ensemble. La route m'a appris d'autres instruments. Conduire sans penser au prochain orage, réveiller les enfants pour les cours, s'arrêter sur des airs qui sentent la mer, lire des manuels de réparation à 3 heures du matin. Nous avons vendu de vieilles choses, mais nous avons gardé la photo dans une boîte, pas pour la brandir, mais pour se souvenir d'où venait la lutte. Le trust a été sécurisé par des dispositions juridiques, un avis indéfini pour les clauses exactes. Des conseillers honnêtes sont intervenus, et des verrous ont été mis pour empêcher les mains pressées de reprendre le contrôle. On a aussi pris des mesures pour l'éducation des enfants, pour leur sécurité, pour que leur avenir soit un peu plus épais que des articles de journaux.
Les nuits sont redevenues, petit à petit, plus longues et plus douces. J'ai appris à faire des crêpes dans un réchaud miniature, à écouter la respiration de Valeria qui a appris une chorégraphie de danse, à regarder Leandro écrire au coucher, comme si chaque lettre effaçait un peu la poussière qu'on avait jetée sur sa vie. Matteo a retrouvé son rire, ce petit rire qui ressemble à un mécanisme honnête. Nous avons fait des feux de camp, pas pour se donner un air bohème, mais pour faire quelque chose d'immédiatement humain. Griller des marshmallows, raconter des histoires absurdes, apprendre à corder nos tantes comme en nous des promesses. Il y a des jours où la colère revient, et je la laisse passer. Elle est une vieille compagne qui m'appelle quand je lis un mauvais article ou quand j'entends une phrase malveillante sur la radio. Mais j'ai appris à ne pas faire d'elle un moteur. La colère brûle si on la nourrit. Elle peut devenir une arme qui blessera ceux que j'aime. J'ai choisi une énergie plus retenue. Comprendre, protéger, aimer. Cela ne sonne pas héroïque, mais cela fonctionne. Un soir, nous avons planté un petit feu sur une plage déserte, et j'ai regardé mes 3 enfants danser autour des flammes. Valeria a sauté en riant, Leandro a raconté une blague trop longue, Matteo a fait semblant d'être un astronaute. Je les ai observés comme on regarde un tableau qu'on a aidé à peindre. Il y avait des cicatrices, des regards parfois fuyants, mais surtout des yeux qui recommencent à voir des mondes possibles. La famille, j'ai compris, c'est moins le sang qu'on porte que la main qu'on pose. Je ne dis pas que la route est finie. Les procédures légales peuvent reprendre, des appels peuvent arriver, des questions peuvent être posées par des gens qui aiment la simplicité d'un récit tout fait. Mais nous avons désormais quelque chose d'important. La preuve que, quand on conte sa propre histoire, on peut parfois rallumer des vérités que l'on avait cru éteintes. Ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est simple. Premièrement, ne jugez pas par une photo, même si la presse vous l'attend comme une preuve définitive. Deuxièmement, il y a des gens qui mettent un prix sur tout, même sur l'amour. Et troisièmement, la famille, c'est un choix quotidien. On peut hériter d'un sang, mais on choisit tous les matins de qui on s'entoure. Je pourrais finir sur une leçon de morale, vous dire que l'amour triomphe toujours. Mais la vérité est plus humble. L'amour persévère, il se répare, il demande parfois des batailles juridiques et des veillées de nuit. Il demande aussi parfois de partir dans un petit van et de reconstruire, brique par brique, les routines qui deviendront un abri. Alors oui, ma fille m'a laissée avec mes 3 petits-enfants, et 10 ans plus tard, non, 13 pour être exact, elle est revenue pour m'accuser d'enlèvement. C'est une contradiction qui m'a rongée, qui m'a forcée à me battre, mais qui m'a aussi donné la chance de montrer autre chose, qu'on peut choisir une famille, qu'on peut préférer ceux qui restent. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, à notre façon, imparfaits mais entiers. Avant de partir, dites-moi une chose. D'où me regardez-vous? Écrivez votre ville dans les commentaires. Cela m'aide à sentir que mes mots atteignent des gens réels, pas seulement des écrans. Et si cette histoire vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la famille, parfois c'est ce qu'on décide d'être. Merci d'avoir écouté.